Alors moi, je vais vous présenter mon travail de thèse que je viens de défendre récemment, de thèse de science, pour montrer un peu comment les algorithmes et la robotique permettraient de mieux décrire et comment nous apprenons l'écriture manuscrite et comment rééduquer les enfants avec des difficultés dans ce domaine. Donc je suis chef de clinique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Tours, qui a été labellisé centre d'excellence sur les troubles du neurodéveloppement. Et puis, cette thèse de science a été faite donc pendant un doctorat européen en informatique sur la Pitié-Salpêtrière et puis en Suisse à Lausanne, encadrée par des professeurs d'informatique et maîtres de conf du laboratoire Cognition humaine artificielle à Paris 8 et puis du professeur Cohen qui est à la Pitié-Salpêtrière et à l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique à Paris. Alors, les difficultés d'apprentissage moteur, notamment de l'écriture, sont des pathologies, fréquentes et puis handicapantes. La question qu'on va avoir dans cette thèse, c'est comment des capteurs électroniques, des algorithmes pourraient-ils permettre de mieux décrire et rééduquer ces difficultés motrices? Alors, je vais vous présenter déjà un peu les troubles du neurodéveloppement et les difficultés motrices qu'on peut trouver dedans, des nouvelles méthodes d'évaluation des difficultés motrices à partir, de capteurs électroniques et d'algorithmes, comment on évaluait l'écriture, et puis un travail original sur le diagnostic de la dysgraphie, les difficultés d'écriture avec des tablettes électroniques, une nouvelle classification de la dysgraphie, comment on peut rééduquer l'écriture avec la robotique, et puis quelles seraient un peu les perspectives d'un robot plus social pour cette rééducation. Et puis enfin, nous terminerons avec une discussion sur, les difficultés sensorimotrices qu'on peut retrouver dans les troubles du spectre, de l'autisme qui pourraient être un peu, initiateurs de difficultés, sous-jacentes. Alors, donc on peut retrouver, des difficultés motrices dans les troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, c'est des troubles qui apparaissent dans l'enfance, souvent avant la scolarisation. Ils se basent sur un diagnostic clinique étayé par des échelles standardisées et en fait, on retrouve des difficultés dans de nombreux domaines, dans le domaine social avec les troubles du spectre de l'autisme, dans le domaine moteur avec les troubles du développement de la coordination, dans le domaine des fonctions exécutives et de l'attention avec le TDAH, le déficit de l'attention et hyperactivité, dans les troubles des apprentissages, donc lecture, écriture, calcul, et puis des fonctions cognitives un peu classiques par rapport aux cognitions sociales, la déficience intellectuelle. Quand on fait un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, en fait, il y a de nombreuses formes qui peuvent apparaître avec des comorbidités fréquentes qui sont plus la règle que l'exception et puis un chevauchement important, ce qui donne, en fonction des intensités des chevauchements, des hétérogénéités très importantes de ces troubles. Alors déjà, on peut commencer à mieux préciser un peu les troubles du développement de la coordination qu'on appelait avant dyspraxie, donc dans le difficulté d'apprentissage dans le domaine moteur. Ça correspond à des difficultés pour faire ses lacets, pour faire de la corde à sauter, pour jeter des balles, par exemple. Ça correspond à environ 5 de la population, avec 2 garçons pour une fille. On peut mentionner, Daniel Radcliffe, un acteur qui jouait, Harry Potter, qui mentionnait avoir, un trouble du développement de la coordination et comment ça pouvait l'impacter. Dans le domaine social, on a le trouble du spectre de l'autisme avec des difficultés de communication et de l'interaction sociale dans la première dimension, avec des enfants qui ont besoin de rester souvent seuls et des intérêts restreints et des comportements, répétitifs, en deuxième dimension, avec des enfants qui ont besoin d'être toujours dans les mêmes situations, qui peuvent être un peu rigides ou envahis par des intérêts restreints ou avec, des fonctionnements avec de stéréotypie. Ça correspond à 1,5 de la population, donc en enfance et puis aussi chez l'adulte, hein, avec 4 garçons pour une fille et des échelles standardisées pour, aider, à la caractérisation de l'autisme, l'Autism Diagnostic Interview et la DOS. On peut mentionner, hein, le biopic, et puis les récits autobiographiques de Temple Grandin, qui présentent bien un peu un récit de première personne d'un sujet avec autisme et avec quelles difficultés et puis parfois quelles facilités dans d'autres domaines elle peut avoir.
La difficulté, c'est qu'il y a des anomalies motrices dans l'autisme. Elles sont fréquentes et donc il y a un grand chevauchement entre les troubles du spectre de l'autisme et le trouble du développement de la coordination. Cependant, quand on regarde les critères cliniques des TSA, seul le comportement répété, est inclus dans la symptomatologie, des critères diagnostiques du DSM-5. Alors, comment on évalue actuellement les difficultés motrices dans les TND? On va demander à des enfants de faire des tests, standardisés, donc par exemple tenir sur une jambe, en posture globale, en motricité globale, ou faire des exercices de motricité fine minutés avec, du matériel standardisé. 1re question de ma thèse, c'est: est-ce qu'on peut utiliser des capteurs électroniques pour mesurer et classifier les difficultés du mouvement, dans les troubles du spectre autistique? Et puis peut-être les individualiser, des difficultés motrices qu'on peut trouver dans les troubles du développement, la coordination simple, avec une signature finalement motrice de l'autisme. Donc on a regardé dans, 3 bases de données, avec une combinaison de 3 mots-clés, différents, tous les papiers qui avaient été publiés, dans ce domaine, de l'autisme, de l'évaluation, du mouvement avec des nouvelles technologies. Pour présenter quelques capteurs brièvement, on peut trouver des capteurs de pression, des capteurs à la marche. On peut trouver qui sont des logiciels professionnels ou des caméras 3D avec, des systèmes infrarouges, et des capteurs qu'on met sur le corps qui sont des systèmes professionnels. Il y a aussi des systèmes beaucoup plus, faciles à utiliser, moins chers, qui ont été développés initialement dans les jeux vidéo. La Kinect, de Microsoft et puis la Wii Board de Nintendo, qui permettent toutes les 2 de mesurer la posture. Donc aussi avec un système de caméra infrarouge, mais là sans besoin de marqueur. Et la caméra infrarouge permet de mesurer un peu la profondeur d'une scène et de reconstruire en 3D, en temps réel, la posture d'un sujet. Puis la Wii Board, avec des capteurs de pression, permet de mesurer un peu la posture d'un sujet. Si on essaie de répartir donc ces capteurs et d'autres, de manière un peu exhaustive, on doit s'intéresser en fait à 4 dimensions, à 4 dimensions. La résolution spatiale, est-ce qui va mesurer précisément, la position du mouvement. La résolution temporelle, combien de fois par seconde on va mesurer, l'évolution du mouvement. L'échelle temporelle, est-ce qu'on va utiliser une mesure du mouvement dans un mouvement très spécifique ou un mouvement d'interaction à plus long terme? Et puis on peut regarder un peu les coûts du capteur aussi. On retrouve par exemple des accéléromètres, IMU, Initial Measurement Unit en anglais, qui vont mesurer la position, la marche, les stéréotypies, classifier automatiquement les stéréotypies des enfants avec autisme, la pose de la tête, des capteurs de pression que je vous ai montré tout à l'heure pour mesurer la marche et la préhension, la whitboard pour mesurer la posture, des systèmes plus complexes avec des capteurs sur le sujet et des caméras infrarouges pour mesurer la posture, la marche, donc plus complexe, plus invasif et plus cher, même s'ils ont permis de développer des systèmes plus simples comme la Kinect. On peut mesurer les positions des stéréotypies pendant une IRM, même si elle est faite pour mesurer la pose de la tête, même si elles sont faites effectivement pour évaluer plutôt le fonctionnement cérébral ou la structure cérébrale. Donc il y a des capteurs de profondeur proche, par exemple les Leap Motion pour mesurer la position des mains sur une interaction avec un écran, avec un ordinateur, et des tablettes électroniques pour mesurer l'écriture. Qu'on branche sur un ordinateur et qui permettent, d'avoir une interface pour dessiner ou pour écrire. Il y a des caméras qu'on peut utiliser dans des tâches moins spécifiques pour mesurer le regard, la posture, la marche, la synchronie, l'espace interpersonnel et tout un système d'algorithmes qui permettent d'extraire énormément de données maintenant automatiquement à partir de données plus simples, plus brutes et moins lourdes et moins chères, que, des motion capture, des systèmes plus compliqués. Donc la Kinect, qui est un système un peu intermédiaire entre le motion capture, parce qu'il utilise l'infrarouge, mais n'utilise pas de capteur pour mesurer la posture, la marche, et puis le suivi du regard avec de l'eye tracking. Et puis des interactions en plus long terme, voilà, là, avec le téléphone pour mesurer la position avec le GPS ou une webcam pour la position de la tête ou du regard,
et des écrans tactiles qui permettent d'utiliser des jeux sérieux. Donc on peut utiliser ça dans des interactions à plus long terme et puis moins spécifiques. Donc au début de ma thèse, on a beaucoup travaillé sur les tablettes électroniques sur l'écriture, et puis avec des caméras pour la mesure de posture. Et puis, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple après pour diffuser, d'utiliser des écrans tactiles avec des jeux sérieux type iPad. Même si le développement est plus complexe, la collecte de données est bien plus facile. Donc en résumé, on peut avoir des nouvelles méthodes pour mieux évaluer les difficultés motrices et la progression des patients. Donc dans les progressions des patients dans ces apprentissages moteurs, on parle de phénotypage digital des difficultés motrices. Alors, comment on faisait l'évaluation de l'écriture? Donc on parle de difficulté d'écriture, de dysgraphie. Donc ça correspond à 5% des enfants scolarisés. Et on retrouve ces difficultés d'écriture dans le trouble du développement de la coordination, dans la dimension motrice, mais en fait aussi dans le trouble du spectre de l'autisme, chez les enfants qui vont avoir des troubles attentionnels ou une dyslexie, avec un coût attentionnel assez important quand on a d'autres difficultés pour aussi écrire. Et on classifie ces difficultés d'écriture en fonction en fait, des troubles souvent qui étaient associés. Et ça, c'était une proposition de classification théorique, sans vraiment de données sous-jacentes. Pour évaluer l'écriture, on utilise l'échelle d'évaluation COSIS pour l'écriture des enfants, le BHK. Et dans ce test, on demande à un enfant de copier un texte pendant 5 minutes. Et après, on va la noter en fonction de différents paramètres. Est-ce que l'écriture elle est grande? Est-ce que les mots sont serrés? Est-ce qu'elle est chaotique? Et donc ça se fait manuellement. Ça prend une quinzaine de minutes pour annoter le texte de 5 minutes. Puis on mesurer la qualité de l'écriture et puis la vitesse de l'écriture. Le problème, si on veut évaluer l'impact d'une thérapeutique, on va répéter le test. Et donc, il y a le problème de surapprentissage du test. Et puis, on voit que tous ces paramétrages dépendent énormément des mots qui sont utilisés et puis donc de la lecture, de la culture, pardon, et puis de l'alphabet utilisé. Donc, on avait le BHK qu'on fait sur papier avec un problème de surapprentissage, il est chronophage et il nécessite des professionnels bien formés et puis il dépend beaucoup de la culture. Il y a des premiers chercheurs qui ont essayé d'utiliser des systèmes experts où ils vont faire de l'optical character recognition, ils vont essayer de faire de l'analyse d'images en fait, de textes écrits pour essayer de copier, d'imiter un peu ces différents items qui avaient été proposés par le BHK. Le problème, c'est que voilà, on a accès au texte final et l'image finale une fois que le texte est écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir maintenant des nouveaux capteurs électroniques, les tablettes électroniques, pour mesurer un peu la dynamique d'acquisition de l'écriture. La question qu'on a eue, c'était est-ce qu'on peut utiliser des tablettes électroniques et des algorithmes interprétables et plus précis pour améliorer la caractérisation de l'écriture manuscrite? Donc c'est important d'avoir des algorithmes qui vont pouvoir créer un bon modèle pour bien représenter si l'enfant est dysgraphique ou pas, l'apprentissage de l'enfant, et qui reste le plus simple possible, parce qu'il y a des algorithmes très précis qui sont difficiles à interpréter avec un fonctionnement de calcul qui est un peu difficile pour le clinicien. Donc avec ces tablettes électroniques, on peut mesurer des données brutes de position du stylo dans le plan, donc dans le plan X, Y, et puis aussi la distance par rapport à la tablette en hauteur, l'inclinaison du stylo donc, dans les deux directions, X et Y, et puis la pression du stylo sur la tablette. Et ça peut se faire de manière très précise, avec une très bonne résolution spatiale et temporelle, 200 fois par seconde à 1/4 de millimètre. Et donc là, par exemple, vous voyez l'évolution de la vitesse de l'écriture à différents points pendant que l'enfant écrit, qu'il soit dysgraphique ici ou pas. Et donc, on a plein de mesures en fonction de la dynamique de l'écriture et un nouveau regard possible sur l'évolution de l'écriture. À partir de ces données brutes, donc on peut utiliser des algorithmes de traitement du signal
pour extraire des dérivés, par exemple des vitesses et des accélérations du mouvement, analyser la fréquence, est-ce qu'il y a des tremblements en fait, dans les tracés, dans l'écriture, le ratio de temps en l'air, les enfants dysgraphiques ils vont avoir besoin de faire de pauses et vont avoir besoin de lever le stylo énormément. Des paramètres géométriques, par exemple la taille de l'écriture, l'espace entre les mots ou la densité, le nombre de points qu'il y a dans un espace. Et puis, donc, à partir de tous ces paramètres, on peut calculer les moyennes et les écarts types de ces paramètres. Donc, à la fin, avec toute, j'allais dire, cette cuisine de recettes mathématiques, cuisine d'algorithmes, on peut avoir une cinquantaine, un peu plus même, de caractéristiques automatiques. Et puis là, on en a développé plus. Les suites de prochains, on a pu en permettre d'en développer plus. Donc, plus de 53 caractéristiques automatiques qu'on peut classifier en caractéristiques statiques ou géométriques, dynamiques ou kinématiques, caractéristiques de pression et puis d'inclinaison. Donc, c'est inspiré du BHK, ce travail, mais ça prend en compte aussi la dynamique d'acquisition de l'écriture, donc plus de 200 fois par seconde. Donc, la première étape qu'on a eue, c'était essayer d'automatiser le diagnostic. Est-ce que les enfants ont ou n'ont pas une dysgraphie? Donc, on a pris des enfants avec une dysgraphie sûre, d'un centre référent troubles du langage, et des enfants qui venaient d'une école standard. Donc, là, après, on a fait ce travail pour éliminer les 5% qui avaient dysgraphique, mais dans ce premier travail, on a pris des enfants d'école standard. Et un premier algorithme qui a été très utile, c'est un algorithme en forêt aléatoire qui correspond en fait à des arbres de décision en fonction de la valeur d'une caractéristique. On va pouvoir se déplacer dans un arbre de décision branche par branche en fonction donc, de ces 53 features. Et on va multiplier les arbres, on va utiliser des techniques d'aléatoire type Bootstrap pour avoir voilà, un random forest, une forêt aléatoire. Et cette forêt aléatoire, en fait, permet de caractériser très bien en fait, les enfants qui ont ou qui n'ont pas une dysgraphie à partir de ces données, donc avec une bonne capacité à détecter les enfants qui avaient une dysgraphie et une bonne capacité à détecter les enfants qui n'avaient pas de dysgraphie parmi les autres. Fait un score qui correspond un peu adapté à ces données. Et ce qu'on voit, c'est que les performances de l'algorithme, en fait, elles saturent assez rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin des 5 minutes de texte écrit, donc avec le papier collé sur la tablette, mais dès 30 secondes, 50 secondes, on a déjà des bonnes performances de classification avec cet algorithme de forêt aléatoire capable de dire à partir des caractéristiques brutes d'écriture et puis du traitement des signaux si l'enfant est dysgraphique ou non, a des difficultés d'écriture ou non. Et donc, voilà, on a fait le traitement du signal, on peut permettre d'avoir un diagnostic automatique binaire. Il y avait une autre possibilité qui était d'éviter un peu cette phase de traitement de signal en utilisant des algorithmes un peu plus compliqués d'apprentissage profond ou qui vont s'entraîner directement sur les données brutes. Après, on ne peut pas reconstruire on ne peut pas connaître vraiment les caractéristiques qui sont extraites, comment va fonctionner l'algorithme, il est beaucoup moins interprétable et donc beaucoup moins utile pour le clinicien, potentiellement plus précis mais moins utile. Déjà que la forêt aléatoire était très précise, il n'y avait pas besoin d'utiliser des algorithmes plus compliqués et moins interprétables. Donc, les tablettes électroniques, elles pourraient permettre un diagnostic automatique des difficultés d'écriture de la dysgraphie. Donc ensuite, on voulait voir un peu quel est le rôle dans le développement des caractéristiques les plus importantes. Est-ce qu'il y a des caractéristiques d'écriture qui permettent de diagnostiquer la dysgraphie chez des enfants jeunes, 6 ans, 7 ans, alors que d'autres vont être plus utiles quand l'enfant va être plus grand, à 10, 11 ans. Et est-ce que ces caractéristiques d'écriture permettraient d'identifier des sous-types de dysgraphie avec un diagnostic plus personnalisé pour un peu guider la prise en charge? Donc, on a eu une approche développementale, on a regardé un peu l'évolution des différentes caractéristiques pour expliquer le BHK. On a re-annoté proprement tous les enfants de la base de données avec le BHK, ce qui permettait d'exclure, donc de regarder un peu la démographie, de confirmer effectivement qu'il y avait 5% d'enfants dans une école qui ont des problèmes d'écriture. Et puis, pour caractériser très finement le BHK et l'écriture, la qualité d'écriture des enfants, avoir une approche plus continue et dimensionnelle.
On avait des enfants d'un peu toutes les classes, de manière bien répartie, donc à l'école, et puis avec dysgraphie. Et on voit en fait que les pentes sont différentes, c'est-à-dire que certaines caractéristiques, donc les 12 caractéristiques, là j'en montre que 6, les 12 caractéristiques plus importantes pour expliquer le diagnostic de dysgraphie, on va dire plutôt les trois dans chaque domaine. Donc là, j'en ai que 2, pression, inclinaison, kinématique et puis géométrique. Il y a des pentes différentes en fonction des âges, avec certaines caractéristiques qui sont plus importantes pour diagnostiquer quand l'enfant il est jeune, et d'autres qui sont plus importantes quand il est âgé. Et donc, à partir de ça aussi, on peut avoir une approche plus personnalisée. On avait déjà un peu des sous-types de dysgraphie qui avaient été proposés théoriquement par Dovell. Et l'idée, c'est de voir si on peut avoir des sous-types de dysgraphie. On peut utiliser un peu les données qui sont les plus proches sur les différentes dimensions un peu sélectionnées, avec un algorithme qui s'appelle le K-moyenne, donc K-means en anglais. Et donc là, on voit très bien, là, uniquement avec 2 dimensions, on a pris les 12. On voit qu'il y a 3 centres, voilà, avec finalement 3 groupes de dysgraphie. Des enfants qui ont une dysgraphie légère qui venaient des écoles, des enfants qui avaient une dysgraphie sévère avec des problèmes de vitesse, de kinématique et de pression, et un troisième groupe avec une dysgraphie sévère qui a des problèmes d'inclinaison du stylo, du stylet. Et donc avec probablement des profils d'évolution, d'amélioration spontanée ou avec traitements différents, et peut-être besoin de traitements un peu plus spécifiques. Et donc, ces nouvelles caractéristiques d'écriture permettraient de mieux comprendre le développement de l'écriture et puis d'identifier des sous-types de difficultés d'écriture. Pardon. Donc là, on a pu faire un diagnostic automatique plus continu avec des modèles linéaires et puis identifier des sous-groupes avec des clusters en K-means, en K-moyenne. Et donc, ce que je vous disais, un peu l'idée après, avec, en utilisant une nouvelle tablette, un iPad, on pourrait avoir des données plus facilement longitudinales en fonction de l'évolution de l'enfant, regarder un peu l'évolution spontanée. Et une question importante en clinique, est-ce qu'il faut essayer de rééduquer l'enfant, faire de la remédiation, ou est-ce qu'il faut essayer de compenser ces difficultés? Quand on est myope, on propose aux enfants des lunettes, on ne leur propose pas de rééduquer la vision. Donc il y a 2 possibilités dans l'écriture, rééduquer l'écriture ou essayer de demander, utiliser un clavier, un ordinateur portable par exemple. Voilà, quels enfants vont avoir besoin de quelle stratégie? Ça, c'est une question qui est encore ouverte en pratique clinique. Et puis avoir des données longitudinales, des choses plus spécifiques, permettra de mieux mesurer les résultats de la prise en charge. Donc c'est le principe d'une startup qui a été créée et financée, là, dynamico.ch, qui mesure ces difficultés d'écriture et propose des exercices de rééducation différents. Et en fonction de mes données, est-ce qu'il faut que je sois plus progressif en essayant de travailler sur la pression, sur l'inclinaison, ou intensif en travaillant beaucoup sur l'écriture? Et à quel rythme je vais proposer les différents exercices, comment m'adapter aux besoins de l'enfant. Et voilà, ça c'est une question qui est très importante parce qu'il y a probablement un équilibre à trouver entre cette progressivité pour respecter un peu une approche développementale et une intensivité pour vraiment permettre d'automatiser après le geste. Ça s'explique plutôt pas mal avec une modélisation utilisant les thérapies comportementales de la dysgraphie, avec ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, imaginons un enfant qui a des difficultés d'écriture, il va penser « je devrais être meilleur que ça, je ne suis pas aussi bon que mes copains, les profs, mes copains, mes parents pensent que je le fais exprès ». Et donc, pour éviter d'être confronté à ces pensées, on va avoir comme comportement d'éviter l'écriture. Et puis, en évitant l'écriture à court terme, c'est bien, mais à long terme, il va y avoir un phénomène de renforcement négatif avec une augmentation de l'anxiété et puis une diminution de l'estime de soi. Plus on évite, plus on a envie d'éviter, et plus on évite, plus c'est angoissant et plus on se sent nul. Et ce qui va majorer les difficultés parce qu'on va être tendu, et va majorer les pensées parce que ce comportement va
va rentrer en cercle vicieux, en fait. Donc, pour traiter un peu un renforcement négatif, il faut avoir plutôt une approche progressive pour essayer de diminuer l'anxiété. Un deuxième effet de cercle vicieux, si on évite l'écriture, on diminue les opportunités d'apprentissage, et si on diminue les opportunités d'apprentissage, on renforce les difficultés d'écriture. Et donc, il faut proposer des exercices d'écriture pour donner les opportunités d'apprentissage et pour diminuer les difficultés. Et voilà, peut-être avoir une approche aussi assez intensive sur la rééducation de l'écriture. Donc, quel rythme on va donner entre les deux, et puis surtout, comment est-ce qu'on peut casser ces cercles vicieux. Alors, il y avait un prototype de robot qui a été développé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, un robot Nao avec un robot Nao développé par des parents en France. Et puis, ce système de robot qui apprend à écrire. L'idée de ce scénario, c'est qu'on demande à des enfants d'enseigner l'écriture à un robot qui a lui-même des difficultés d'écriture. Donc, le robot est le plus mauvais, a des difficultés, c'est un mauvais élève au niveau des difficultés d'écriture. Et puis, l'enfant, en se posant des questions sur comment améliorer les compétences du robot, il se pose des questions sur sa propre écriture. Et donc, ça a un effet motivant, on appelle un effet protégé. J'ai envie que le robot s'améliore, et donc, je me pose des questions sur ma propre écriture pour améliorer les performances du robot. Et donc, ce qu'on a proposé dans un cas clinique qui va être continué maintenant avec un projet ANR, c'est de proposer ce système à un enfant avec une difficulté d'écriture importante et un évitement de l'écriture, un évitement de la rééducation classique. Ce système co-writer, où déjà on va relativiser. Le robot, il écrit encore plus mal que moi. On va responsabiliser l'enfant. Le robot, il a besoin de moi pour apprendre. Donc, ce qu'on appelle l'effet protégé, ce qui va déjà améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. Vu qu'on est moins tendu, on se sent plus légitime, on améliore ses compétences en écriture, ce qui a un effet de feedback positif, en améliorant aussi la confiance, et on a un cercle vertueux ici. Et puis, ce système co-writer va proposer aussi un apprentissage étape par étape et un système de jeu sérieux, de gamification, ludification, où l'enfant va vouloir tester en fait un système d'exercice plus compliqué. Voilà, je vais essayer un niveau un peu plus dur. Et donc, ce qui donne des opportunités d'apprentissage pour améliorer l'écriture. Donc, c'est un article qui a été publié dans Frontiers in Psychiatry. Donc, voilà, on a un enfant pendant 20 séances hebdomadaires de 500 minutes, ce qui est vraiment rare, en fait, dans la communauté d'interaction humain-robot, en fait, qui font des interactions souvent beaucoup plus courtes. Et là, c'était vraiment adapté en thérapeutique, même si on a un petit effectif, quoi. Donc, ça permet de bien caractériser l'enfant et puis le comparer plusieurs fois dans une approche longitudinale. Donc, c'est un enfant qui avait 10 ans, l'accouchement a été difficile, il était prématuré, qui a un trouble du neurodéveloppement avec différentes dimensions touchées, une difficulté attentionnelle avec un TDAH traité par méthylphénidate, une difficulté dans la lecture avec une dyslexie, avec un soutien avec une orthophoniste qui était important, et des difficultés motrices, d'apprentissage moteur, avec un trouble du développement de la coordination compliqué d'une dysgraphie qui était traitée par une psychomotricienne. Ça a un impact assez important sur son développement, sur son inclusion, avec un redoublement de son CP. Voilà, on a voulu proposer ce système à cet enfant parce qu'on pouvait avoir un taille d'effet potentiellement large, vu qu'il partait en fait de grosses difficultés d'écriture, on pouvait plus facilement voir un impact du système. L'idée, c'était de le proposer en seconde ligne de traitement, après une rééducation papier-crayon. Et puis, l'idée, c'était de développer un système avec un design centré sur l'utilisateur final. Donc, l'enfant, tout avant la rééducation papier-crayon, il écrivait très très mal, donc ça c'était à 8 ans.
On ne peut pas l'évaluer sur le critère du BHK et les qualités capitales, on va évaluer les scripts en rééducation, en faisant le BHK. Et donc après la rééducation papier-crayon, ça reste très compliqué, beaucoup de capital et une écriture très, très désorganisée et très difficile pour lui. Donc avec un échec de la première ligne de traitement, donc nous on va arriver derrière avec le système, avec une tablette électronique et le robot. Donc déjà, là, on peut voir le système pour apprendre en enseignant, l'effet protégé, où l'enfant choisit un mot qui va être écrit par le robot. Et voilà, donc l'enfant voit l'écriture du robot, qui est volontairement mauvaise. Et donc l'enfant, en se posant des questions sur l'écriture du robot et comment il pourrait l'améliorer, il va se poser des questions sur sa propre écriture et améliorer, entraîner sa propre écriture tout en se sentant valorisé. Et progressivement, il va y avoir une moyenne entre l'écriture de l'enfant et l'écriture du robot, avec une évolution de l'écriture positive du robot en fonction des exemples de l'enfant. Après, on va regarder, on va entraîner, donner des opportunités d'apprentissage avec l'apprentissage un peu étape par étape. C'est un mode plutôt ludifié de jeu. Donc, on va travailler sur la vitesse, la forme des lettres avec un tracé. Ici, voilà, avec la lettre O qui est cachée dans une espèce de tracé, de course, et on demande à l'enfant de faire la course avec le robot, je veux dire. On lui donne un feedback visuel et sonore, où là, voilà, là, il voit s'il va trop vite, s'il sort du tracé, et comment être précis tout en évitant d'être trop impulsif et imprécis. Un deuxième exercice, c'est spécifique, où là, on va travailler que sur la pression. On demande à un enfant de faire un trait entre start et stop. Et en fonction de la pression qu'il va mettre dans le trait, il va déplacer un petit curseur avec un feedback ici, je suis trop haut, je suis trop bas, avec la couleur, et puis un feedback auditif aussi. Donc l'idée, c'est de se déplacer dans le labyrinthe en apprenant à contrôler sa pression et la direction. Un exercice où on va apprendre à contrôler l'inclinaison du stylet. Donc là, on doit rejoindre une récompense, ici une pile, tout en évitant des obstacles, des bombes. Et l'idée, c'est de s'entraîner à incliner dans la bonne direction progressivement. Et donc, on peut modifier la difficulté en ajoutant plus ou moins de bombes. Quand on écrit, on a une stabilité qui est assez identique. Et donc, ce serait intéressant aussi de travailler sur comment je peux bouger tout en gardant toujours la même inclinaison, travailler sur cette stabilité à long terme. Alors, pardon, il y a une petite pause. Après, travailler sur les pauses, il y a une petite faute, pardon. Travailler sur les pauses du stylo et les levées de stylo. Le système de co-writer d'effet protégé permet d'apprendre les lettres une par une. Là, l'idée, c'est de comprendre comment on peut lier les lettres entre elles. Donc, par exemple, là, le A, les deux L sont liés entre eux. Et voilà, comment est-ce qu'on peut coordonner et lier les lettres entre elles une fois qu'on a bien écrit lettre par lettre. Donc là, une interaction enfant-thérapeute avec un feedback, la couleur du stylo qui change à chaque fois qu'il y a un lever de stylo, pour essayer de rendre des choses plus explicites et pour faciliter la réflexion sur sa propre écriture et la métacognition avec un feedback plus explicite. Donc on avait au début, avant la rééducation papier-crayon, une écriture qui n'était pas évaluable, et puis après la papier-crayon, et puis surtout après, après la rééducation avec le robot, on va sortir de la zone de dysgraphie, on a une qualité qui est correcte et un score de vitesse qui est correct selon l'échelle du BHK. Donc on voit l'enfant progressivement en fait, qui sort de la zone de dysgraphie là, qui est représentée par les pointillés au niveau de la qualité et au niveau de la vitesse. On peut avoir des caractéristiques automatiques extraites pendant les jeux pour essayer de mieux caractériser les progrès de l'enfant et puis peut-être adapter à terme les stratégies à l'enfant. Donc, par exemple, la longueur, la taille des mots moyenne, par exemple, man ou football qui est beaucoup plus long. La vitesse, donc avec le trajet, avec des lettres cachées, est-ce que le robot il est rapide ou pas, et quel est l'espace, quelle est la vitesse de l'enfant, et est-ce qu'il est rapide ou pas.
On peut mesurer et changer le niveau de difficulté pendant l'exercice de pression, avec les difficultés, les espaces entre les pics dans le labyrinthe de pression, et regarder un peu le temps qu'il met à, à atteindre le bout du labyrinthe, et puis l'inclinaison, regarder le temps, par exemple, qu'il a, ou le nombre de bombes qu'on va mettre dans l'exercice. Donc, on peut paramétrer un peu les niveaux d'exercice, et puis avoir des résultats pour adapter les exercices. Au-delà de l'écriture, on a essayé de regarder la posture. Là, on a comparé, on a utilisé donc une caméra classique, comme je montrais au tout début de présentation, et puis un algorithme d'apprentissage profond, donc là assez compliqué, donc c'est très performant, mais difficile pour un humain de comprendre un peu quels neurones mathématiques il a utilisé et comment ils interagissent entre eux. Mais cet algorithme très performant permet de, voilà, de mettre des points de référence, de mesurer des points de référence au niveau du corps, pour mieux évaluer la posture de la main et du corps au complet, détecter aussi la position de la face. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré pendant l'écriture de BHK, pour avoir toujours le même exercice, la position du nez et la position de la main droite qui était en train d'écrire. Et voilà, pour montrer qu'on pourrait avoir des métriques pour évaluer un peu la posture pendant la rééducation de l'écriture, avec un enfant qui, par exemple, pouvait être beaucoup plus collé sur sa feuille en début de rééducation qu'à la fin, il pouvait être un peu plus détendu et mieux assis, et, voilà, plus droit. Et donc, des caractéristiques de l'écriture pourraient guider la rééducation pendant un scénario d'interaction enfant-robot. Et donc, à la fin, ce serait de permettre de voir un rétrocontrôle enfant-robot. Et ça, c'est l'objectif d'un projet ANR SNSF, qui est l'équivalent suisse, IRECHEC, pour évaluer l'impact des comportements sociaux. Voilà, quel serait l'impact, le rôle d'un robot social, et comment on pourrait implémenter un système en magicien d'Oz en première étape, magicien d'Oz étant espèce de télécommande, le fait de pouvoir télécommander le robot en lui disant quel comportement avoir à quel moment. Alors, comment on a évalué, développé ces comportements du robot? On est parti des cercles vicieux, de l'analyse fonctionnelle de l'enfant, du comportement de l'enfant là, pendant les activités de rééducation. On a essayé d'opérationnaliser ces comportements pertinents en fonction d'une approche en sciences cognitives, en psychologie sociale. Et puis, on a pu tester après, donc en Suisse, à Lausanne, sur 4 enfants, excusez-moi pour la faute, avec un trouble du neurodéveloppement pendant 3 semaines, avec une interface magicien d'Oz. Et donc, ça ressemble à cela. En fait, donc, on a toujours le robot Nao. Voilà, là, on se connecte avec un profil, et on a différents comportements qui peuvent être déclenchés chez le robot, avec voilà, différents textes et différentes postures aussi congruentes avec le texte qu'il va dire, selon un peu 4 dimensions de mystification pour remettre l'enfant dans le scénario, dans l'histoire, d'enseigner l'écriture au robot, de rétrocontrôle pour donner à l'enfant des feedbacks, de métacognition et pour l'aide à l'autorégulation, pour aider l'enfant à se poser des questions sur sa propre écriture et s'inhiber pour ne pas aller trop vite, et puis pour améliorer la motivation de l'enfant pendant les séances et entre les séances. Donc là, c'est des résultats purement préliminaires qui ont besoin d'être testés et évalués sur le terrain pour des interactions à long terme dans des hôpitaux et des écoles, mais c'est un projet voilà, qui a pu être financé par une ANR. Donc, on pourra avoir une place du robot complémentaire de celle du thérapeute et de l'enseignant, et de tels systèmes ne peuvent être développés qu'avec des retours précoces des praticiens. Alors, les limitations de ce travail, donc on n'a pas utilisé la même tablette pour classifier l'écriture, d'une part chez les dysgraphiques et chez les non-dysgraphiques, même si c'était une Wacom et la correspondance était facile, et c'est possible qu'il y ait un biais à ce niveau-là. Donc là, de toute façon, le système a évolué vers initialement une Wacom avec un retour vidéo pour avoir des feedbacks et développer des logiciels. Et puis maintenant, tout a été déplacé sur iPad dans les futures versions. Donc on voulait regarder aussi l'évolution des caractéristiques d'écriture pendant l'apprentissage de l'enfant, ou là des caractéristiques sur les jeux. Ce qui n'a pas été possible. On avait bien le même capteur, mais avec des problèmes d'échantillonnage logiciel un peu différents.
Et donc, il serait nécessaire dans la suite, en fait, de faire des études comparatives pour mesurer l'efficacité du système. Il y a une tablette autonome, l'iPad, qui n'a plus besoin d'être branchée sur un ordinateur, qui serait plus utilisable à plus large échelle, donc avec ou sans robot. Donc ça, c'est une application, un projet, une startup qui a été créée qui s'appelle dynamico.ch, en tenant en compte peut-être la surface de l'écriture, parce que quand on écrit sur tablette et quand on écrit sur papier, il y a une résistance un peu différente. Nous, on prenait des tablettes sur lesquelles on posait un papier. Là, c'est un iPad, ce qui permet d'avoir un retour direct, mais d'avoir une sensation différente quand on écrit. Après, il y a des systèmes autocollants où on peut avoir une friction entre le système autocollant, une résistance comme celle d'un papier, avoir l'impression d'écrire sur le papier alors qu'on écrit sur un écran tactile. Et il serait intéressé de mesurer un peu la plus-value du robot social et l'impact de ses comportements dans plusieurs interactions à long terme. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que cette technologie permettrait de mieux comprendre, mieux aider à comprendre et diagnostiquer et traiter troubles du spectre de l'autisme? Alors, on a vu, voilà, on a des difficultés motrices dans l'autisme, peut-être spécifiques ou pas, du trouble du développement de la coordination. Il y a des difficultés sensorielles et les deux interagissent en fait avec des difficultés d'apprentissage et il y a des difficultés neurobiologiques. Une synaptogénèse, une connexion entre les neurones qui est différente et des phases de compréhension, d'interaction motrice qui sont difficiles. Et en fait, l'interaction sensorimotrice et l'intégration de toutes ces informations sensorielles est très importante parce que pour comprendre l'autre, on a besoin d'imiter, de simuler l'autre, de lire le visage de l'autre et d'imiter en fait ses émotions faciales sur notre propre visage, et ce qui est un peu un préalable au développement de la simulation de l'autre, la théorie de l'esprit. Si on n'arrive pas à faire ça, on peut se sentir anxieux, puis éviter les interactions sociales. Et donc, si on n'arrive pas à... Et donc, ce qui renforce un peu ces difficultés pour apprendre, parce qu'on apprend grâce aux sollicitations de notre environnement. Et puis, si on n'arrive pas à simuler, on peut avoir des difficultés pour se socialiser, pour communiquer ses propres besoins, et puis après, des frustrations qui s'accumulent, et à terme, voilà, des troubles du comportement, des crises classiques. Donc ça, c'est un peu l'idée, un projet soutenu là, par le centre de Tours, là, de mieux comprendre, au-delà des difficultés motrices que j'ai présentées ici, les difficultés sensorielles et comment on pourrait les rééduquer. Donc c'est un projet financé par un PHRIP, l'équivalent d'un PHRC infirmier. Là, on va exposer des enfants des situations sensorielles difficiles pour eux, par exemple l'arrivée du tramway. Et voilà, mieux comprendre comment c'est difficile pour eux et puis les accompagner en les exposant progressivement pour qu'ils apprennent à mieux gérer ces difficultés sensorielles qui sont difficiles pour eux. Autre interaction sensorimotrice, un fauteuil compressif. On va pouvoir, un peu ce que proposait Temple Grandin dans des machines à serrer, proposer à l'enfant une espèce d'étreinte dans un fauteuil pour voilà, intégrer le fait d'être touché, le fait d'être caressé, les sensations qu'il peut y avoir de manière contrôlée et voilà, par lui-même et reproductible grâce au progrès de l'électronique. Donc en conclusion, les capteurs électroniques et les algorithmes peuvent être utiles pour mesurer et comprendre les difficultés motrices des enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Nous avons montré comment on pourrait utiliser ces tablettes électroniques pour caractériser les difficultés d'écriture manuscrite. Cette approche elle donne des opportunités dans la réhabilitation des enfants concernant l'aspect motivationnel, mais aussi l'entraînement des compétences de vitesse, d'inclinaison de pression et des levées de stylo. Et c'est important de prendre en compte dès le début l'acceptabilité, l'interprétabilité et les besoins d'évaluation clinique avec les utilisateurs cibles et finaux. Donc, il y a des interactions humain-robot à long terme qui sont possibles et pertinentes, mais le rôle du robot doit être mieux défini et doit être évalué de manière plus rigoureuse. La prédictabilité et les mesures des comportements permis par ces technologies pourraient être utiles dans la caractérisation et la prise en charge de ces TSA qui ont parfois des difficultés, des choses imprévisibles et trop riches comme les comportements sociaux classiques et qui ont besoin de choses plus pauvres, de simulations plus pauvres et plus prévisibles. Voilà, je voulais remercier l'équipe de la PTC Pétrière, avec des pédopsychiatres,
psychomotriciens, des enseignants spécialisés, des statisticiens, des stagiaires, à l'ISIR aussi, des doctorants et professeurs en informatique qui m'ont aidé, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, à Essiné, et puis à Grenoble. Et puis voilà, mon essai avec le robot social, avec l'équipe de Lausanne. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.